On va aborder à présent un autre sujet, le sujet des tutelles. J'appelle à me rejoindre sur scène Valérie Bonne, coordinatrice du pôle protection des droits des personnes de l'Union nationale des associations familiales. Georges Lecoq, professeur de droit des affaires à l'Université Paris-Dauphine, président de l'Association française de formation et d'études des curatelles et des tutelles. Nicolas Moreton, membre du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice en charge du pôle juridique. Pierre Iglesias, membre du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice en charge de l'international. Et Jean-Pascal Domergue, commissaire de justice. Voilà, je vous laisse prendre place. Tranquillement, ça va me laisser le temps de dire quelques mots d'introduction. Aujourd'hui, en France, 1 million de personnes sont sous mesure de protection et peuvent parfois connaître des difficultés et aussi des abus. D'après une récente étude, le nombre de personnes sous mesure de protection pourrait doubler d'ici 20 ans. Les commissaires de justice sont déjà présents dans le dispositif légal à travers les inventaires, à travers l'assistance des greffes à la vérification des comptes de tutelle. Et leur mission devrait être renforcée par le décret porté par le ministère de la Justice, puisqu'un commissaire de justice pourra garantir la qualité du contrôle et apaiser les relations familiales. Il pourra ainsi pleinement exercer son rôle de sentinelle contre les abus. Valérie Bonne, je vais me tourner vers vous pour commencer. Vous êtes la coordinatrice du pôle protection et droits des personnes de l'Union nationale des associations de famille. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama quantitatif et qualitatif de la situation des majeurs sous protection ? Oui, alors les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection juridique, donc une tutelle, une curatelle, une habilitation familiale, sont des personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leur faculté personnelle qui aura été constatée par un médecin. Ce sont des personnes âgées, des personnes handicapées de naissance ou suite à un accident de la vie, et ce sont aussi des personnes souffrant de troubles psychiatriques. C'est à noter que pour les services de protection juridique des majeurs, et notamment nos UDAF, la moitié des personnes dont nous assurons la gestion de la mesure souffrent de troubles psychiatriques, avec des mesures de plus en plus complexes à gérer, compte tenu du déficit de prise en charge sanitaire et du cumul des difficultés sociales, et notamment en matière de logement auxquelles ces personnes sont confrontées. Sur la gestion des mesures, la loi, le Code civil prévoit la priorité familiale, et donc le juge nomme en priorité un membre de la famille s'il y a un volontaire et s'il n'y a pas d'empêchement de type conflit d'intérêts. Et c'est donc la moitié des mesures de protection, environ 500 000, qui sont gérées par un membre de la famille, en vertu de ce principe. L'autre moitié des mesures sont gérées par des professionnels qu'on appelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, sous 3 modes d'exercice. D'abord les services associatifs qui exercent 80% des mesures, et des mandataires libéraux pour 15% des mesures, et des préposés d'établissement pour les 5% restants. Et les UDAF, le réseau des UDAF est le premier réseau associatif qui est présent sur tout le territoire, avec 160 000 mesures gérées. Et ce sont 5 400 salariés dans les UDAF au total, dans notre réseau, c'est-à-dire 70% de nos salariés qui travaillent pour ces services. Merci Valérie Bonne. Georges Lecoq, vous connaissez le projet de décret. Quelle en est votre analyse et quelles propositions ont retenu votre attention ? Écoutez, je vais peut-être vous étonner parce que je suis professeur de droit, et d'habitude, quand un professeur de droit parle d'un texte, c'est pour en dire du mal. Et là, assez étrangement, je vais en dire du bien, et je trouve que c'est un très bon texte, parce que je ne vais pas parler avec ma casquette de professeur de droit, mais de président de l'AFECT, qui est une association qui regroupe des mandataires judiciaires à la personne. Et dans notre association, on milite depuis 20 ans pour qu'il y ait un contrôle plus accru des comptes. Et ce projet de décret va permettre de rendre effectif ce contrôle effectif des comptes par le biais de la précision concernant la personne dite profession qualifiée. Alors, je mets en contexte, je vous rappelle que l'article 512 du Code civil, ça c'est le professeur qui reprend la parole,
prévoit que Il n'est jamais loin, le professeur. pour les patrimoines importants, il faut désigner à la réception de l'inventaire une personne qualifiée chargée de vérifier et approuver les comptes. Et donc le décret est pris en application de cet article 512 et il me semble être une très très bonne chose substantiellement pour rendre effectif ce contrôle. Cela dit, la critique peut apparaître sur des choses minimes, sur des choses auxquelles on aurait pu préciser. Alors, je ne vais pas m'étendre, parce que c'est assez technique, et je pense qu'on n'est pas là pour faire de l'analyse de texte et de l'exégèse au mot à mot. La seule chose, moi, qui me paraît importante de souligner, qu'il faut peut-être amender, s'il est encore possible de le faire, c'est il y a un texte qui prévoit un conflit d'intérêts, mais si on le lit à la lettre, le commissaire de justice demain qui fera l'inventaire à l'ouverture de la mesure ne pourra plus ensuite être contrôleur de gestion. Et donc, personne qualifiée. Alors là, peut-être il faut prévoir une exception pour les commissaires de justice, en tout cas pour les professionnels qui seront personnes qualifiées. La deuxième chose, c'est une petite précision de texte, parce que le texte ne vise pas la possibilité de consulter de façon numérique les documents qui sont au greffe. Bon, ça, c'est peut-être pas un oubli, mais c'est peut-être quelque chose d'implicite. Et enfin, la dernière chose qui me semble aussi qu'il faut préciser, c'est qu'il y a la possibilité de retirer à la personne qualifiée la possibilité de contrôler les comptes en cas de manquement caractérisé. Alors ça, c'est bien, mais il faudrait peut-être ajouter, ou en tout cas distinguer une autre hypothèse, qui est celle de l'empêchement. Je veux dire par là qu'il arrive assez souvent que des personnes, des professionnels, ne commettent pas de fautes qui nécessitent une sanction disciplinaire ou pénale ou autre chose, mais qui simplement ont des accidents de la vie, comme un accident, une maladie, qui les empêche d'exercer normalement leur activité professionnelle et qui les conduit nécessairement à être négligents puisqu'ils ne peuvent plus exécuter leur mission. Il faudrait peut-être prévoir un régime pour cette hypothèse d'empêchement qu'on distinguerait des manquements caractérisés, et notamment dans le fait de retirer systématiquement la possibilité de faire des contrôles de gestion. Voilà. Pour le reste, il y a peut-être aussi une chose qu'on aurait pu ajouter qui concerne l'inventaire, mais comme je sais que quelqu'un d'autre va en parler, je n'ai pas envie de spoiler, je fais juste un peu de teasing, et je vous remercie. Voilà, c'est parfait, vous me faites des transitions, nickel. Merci, merci Georges Decoq. Nicolas Moreton, le tribunal par ordonnance ouvre la mesure de protection et en désigne les organes. En quoi consiste concrètement votre intervention et que signifie garantir le patrimoine d'une personne vulnérable ? Alors, vaste sujet. Effectivement, il y a lieu qu'on réalise un inventaire. Alors, qu'est-ce que c'est un inventaire ? C'est un état descriptif, technique, exhaustif de l'ensemble du patrimoine du protégé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait aucune possibilité de confusion sur l'état dressé. Si vous mettez qu'un meuble est d'époque, il n'est pas de style. Si vous mettez que la ménagère est en argent, elle n'est pas en métal argenté. Si vous mettez que la pierre est une moissonnite, malheureusement pour la protéger, et pas du diamant, il faut que ça soit très clair. Pour ce faire, le législateur a prévu un délai, qui est un délai de 3 mois, avec néanmoins la notion d'urgence, qui peut aussi arriver. Vous imaginez que quand vous avez, je ne vais pas citer de nom, mais certaines personnes, ce n'est pas au bout de 3 mois qu'il faut intervenir, mais dès l'ouverture de la procédure. Alors, pratiquement, comment ça se passe ? On se rend physiquement chez le protégé, donc dans son appartement, dans sa résidence secondaire, dans son box. Enfin voilà, moi, pour être très clair, il m'est arrivé de trouver dans un box, dans un aspirateur même, pour être très exact, des lingots. Vous voyez, donc il faut. Vous avez pris les lingots ? Je les ai sauvegardés pour le protéger. On a pu le changer de maison et voilà, et donc il a pu avoir une aide précieuse. Et puis c'est un moment assez particulier où, à mon avis, le commissaire de justice prend toute son acceptation, puisqu'on va rentrer chez une personne qui est déjà dans une situation de faiblesse. Donc il y a un caractère intrusif pour elle au départ. Si vous voulez, il y a une forme de peur, et souvent ils nous disent mais moi je veux rien vendre, mais c'est pas du tout le sujet. Madame, je suis là pour vous protéger. Madame ou monsieur, je suis là pour vous protéger. Et il y a une notion de valeur,
Et il y a une notion affective. Le texte aujourd'hui prévoit qu'on réalise aussi une prisée, c'est-à-dire une estimation, à partir du moment où il y a un bien d'une valeur supérieure à 1 500 €. Dieu merci, les gérants de tutelle ont adapté eux-mêmes le texte. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Comment savoir si un bien a une valeur supérieure à 1 500 € si je n'en fais pas l'estimation ? Vous ne pouvez pas le savoir. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 100 biens à 1 000 €? J'en fais pas la prisée ? J'ai eu, il y a un mois et demi, un inventaire avec l'un de mes associés. Tout était destiné à la benne, enfin, c'est ce que nous avait dit la famille du protégé, et la personne partait dans une maison médicalisée. On est rentré, effectivement, tout était vraisemblablement pour le débarras. Mais à l'entrée, sur la table du téléphone, il y avait une coupe en faïence noire avec comment dirais-je, une couleur assez représentative et où il y avait des coquillages, il y avait les clés, enfin là où vous déposez toutes les choses quand vous rentrez chez vous. Vous voyez, c'est un peu la table Ikea traditionnelle. Et ben, cette coupe, en fait, était d'un céramiste qui s'appelle Georges Jouve, et on l'a vendue la semaine dernière. Elle a fait 56 000 €. Ça ne va pas changer totalement la vie de cette personne, mais quand même, vous voyez, ça va lui permettre d'avoir une personne qui va s'occuper d'elle de manière plus importante, une infirmière, voilà. Donc, et puis, outre le sujet valeur, vous pouvez avoir aussi une personne qui aura un petit diamant de 200 €, mais pour elle, ça a une valeur considérable, c'est sa bague de fiançailles, vous voyez. Donc c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir mettre en exergue un peu une vie, en fait, et de pouvoir la protéger parfaitement. Et ça coûte combien un inventaire réalisé par un commissaire de justice? Alors ça, c'est le code de commerce qui le dit très clairement. Pour l'inventaire, vous avez des émoluments qui sont de 22,82 € la demi-heure. Donc, vous voyez, on est dans des choses quand même extrêmement raisonnables. Et la prisée, elle donne lieu à des émoluments que si vous prisez quelque chose, enfin, s'il y a une valeur. Donc, il y a tout intérêt de le faire, parce que s'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de montant. Voilà. Merci Nicolas Moreton. Faire appel à un commissaire de justice permet donc de garantir le patrimoine des personnes protégées. Ça permet aussi aux mandataires de se concentrer sur leur mission principale. Jean-Pascal Domergue, vous qui portez une double casquette, celle de commissaire de justice en exercice et celle d'ancien directeur d'association tutélaire, quelle pourrait être la place du commissaire de justice dans le cadre du contrôle des comptes? Et selon vous, est-ce que les commissaires de justice professionnels qualifiés apporteront une protection certaine à une population qui en a le plus besoin? Alors une double casquette, c'est une nécessité, hein, vous le voyez. Mais je n'étais pas... C'était pas un mauvais jeu de mots de ma part. Hein. Je n'étais pas directeur. Ne prenez pas personnellement. Il n'y a pas de problème. Je n'étais pas directeur, j'étais chef de service. Je ne voudrais pas non plus froisser l'UDAF, les UDAF. Alors effectivement, je travaillais de nombreuses années dans des UDAF et j'ai toujours été frappé par la proximité qui existait entre nos deux métiers. Parce que finalement, on travaille en proximité avec l'humain. Et alors souvent c'est galvaudé, on dit oui, mais les huissiers de justice, les commissaires de justice, ils parlent beaucoup de l'humain, mais pour faire passer autre chose. Mais c'est pas vrai. Tous nous scorons le patrimoine de nos débiteurs pour parvenir à trouver un accord amiable. Et lorsqu'on fait un budget dans une structure associative ou qu'on est mandataire, on fait exactement la même chose. On a donc une approche déjà, on a, comment dirais-je, alors c'est toujours galvaudé, une espèce d'ADN commune par rapport à l'approche que l'on a du public, même si on se situe dans des champs différents. Alors pour répondre à votre question, quelle serait la place du commissaire de justice dans le contrôle des comptes? Pour moi, elle est essentielle. C'est vrai que j'ai peut-être une attitude un peu militante, mais si elle était essentielle que pour moi, ça présenterait peu d'intérêt. Il se trouve qu'elle a été essentielle pour la Chambre nationale qui a relancé, il faut quand même le souligner, la formation dédiée au contrôle des comptes de gestion en amont de ce texte. Formation dont il faut remercier Maître Madiot qui l'avait mis en place il y a de nombreuses années lorsque nous étions encore à discuter effectivement de l'assistance au directeur des greffes. Et puis la Chambre nationale s'est emparée du sujet. Alors je ne suis pas le séide de la Chambre nationale, mais bon, quand elle fait quelque chose, autant le dire. Donc elle s'est emparée du sujet en voulant être proactive par rapport à ce texte. Et c'est ce qui a été fait. Au final, on s'est réunis pour faire des propositions qui visaient à quoi? Soyons très clairs, nous voulions rester présents dans le champ du contrôle et nous ne sommes plus dans une situation
où le monopole est la mise. Donc nous savions que nous ne serions pas les seuls intervenants de ce contrôle. Encore fallait-il pouvoir rester un des intervenants de ce contrôle. Et c'est ce qu'a essayé de développer la Commission dans ses propositions. Alors, on peut s'estimer, c'est toujours pareil, on peut s'applaudir ou se congratuler, mais néanmoins, la vérité est là. Le texte tel qu'il est pris nous met dans la situation de pouvoir continuer à exercer ce contrôle et nous place dans une situation particulière puisqu'on nous reconnaît la capacité sans aucun préalable de le mettre en œuvre, puisque de fait, officiers publics et ministériels, assurés en responsabilité, garantissant le secret professionnel, nous sommes et assurés, oui je l'ai bien dit, assurés, c'est important l'assurance. Hein. Nous garantissons donc, nous sommes de fait exonérés de quelques formations, ce qui n'est pas le cas pour d'autres intervenants qui devront justifier d'une formation, alors évidemment qui n'est pas scorée aujourd'hui, mais une formation dédiée et une expérience professionnelle. Bon. La place du commissaire de justice au travers de 1257-1, nouvelle écriture, enfin création d'ailleurs, puisqu'il n'existait pas antérieurement, elle est assise, elle existe. Maintenant, la problématique, c'est la mise en œuvre. C'est comme toujours dans ce genre de choses. Les freins essentiels qui ont existé précédemment dans le cadre de l'assistance au directeur de greffe ne venaient pas de notre communauté, venaient des instances en face, je dirais des juridictions, pour faire recours, qui avaient du mal à mettre en place ce contrôle pour des raisons diverses, qui pouvaient être militantes ou qui pouvaient être également tout simplement de carence de personnel. Aujourd'hui, avec ce nouveau texte, c'est le magistrat qui va prendre la mesure, entre guillemets, de son cabinet et qui va orienter et désigner. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il va pour cela avoir une liste de professionnels qualifiés inscrits dans lequel il va puiser. À charge pour nous de démontrer que nous sommes ce professionnel-là, et il appartiendra donc aux confrères et aux consoeurs, aux consoeurs et aux confrères de s'inscrire sur ces listes auprès de leur procureur de la République. Je ne vous parlerai pas, en parlant du contrôle des comptes rendus de gestion, de marché. Je vous parlerai d'opportunités. D'opportunités pour nous tous de revenir un petit peu, j'allais dire à la maison, mais le tribunal, c'est un petit peu aussi notre maison. C'est-à-dire d'y reprendre notre place et en étant un interlocuteur reconnu pour une autre facette de nos compétences, qui est celle de la préservation des intérêts des plus faibles. Et c'est important. Voilà. Merci. Merci Jean-Pascal Demerck. Et vous, Valérie Bonne, quel est votre avis sur le projet de décret? Est-ce que les familles ont conscience de l'importance de l'inventaire et du contrôle des comptes? Alors pour les familles, nos services, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les services d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, en abrégé ISTF, elles sont sensibilisées les familles sont sensibilisées à l'importance d'exercer correctement leur mission, qui comporte un certain nombre d'obligations, notamment en matière d'inventaire et de contrôle des comptes. Et on les suit, on les soutient tout au long de l'exercice de la mesure par ces services qui sont gratuits, parce que financés par l'État et qui sont confidentiels. Sur les questions d'inventaire, je voudrais dire que nous avons organisé avec la Chambre nationale des commissaires de justice en début d'année une formation à destination de nos professionnels et qu'ils exercent les mesures eux-mêmes ou qu'ils informent les familles, ils ont été sensibilisés au fait qu'il était indispensable et vraiment important qu'ils fassent réaliser les inventaires par des commissaires de justice, qui a été développé, puisque ni la personne elle-même, ni les familles, ni les témoins, ni le délégué mandataire ne sont en capacité, n'ont la formation, n'ont la compétence pour évaluer les biens qui, on l'a vu, peuvent être de valeur alors qu'on a l'impression qu'ils ne valent rien. Et il est important aussi pour nous, pour notre réseau, que les délégués mandataires gardent la posture de soutien à la personne protégée au moment de l'inventaire, qui a lieu en tout début de la mesure, à un moment où la relation de confiance ne s'est pas encore parfaitement établie entre le délégué mandataire et la personne, qui en général, enfin dans quasi l'intégralité des cas, n'a pas demandé la mesure et est très souvent opposante, et qui, il faut le rappeler, effectivement est en situation de faiblesse, elle a une altération de ses facultés.
difficulté. Et sur la réforme du contrôle des comptes, alors nous souhaitons, nous, une amélioration du texte. Nous n'en sommes pas complètement satisfaits, puisque l'UNAF avait demandé et continue de demander que ce contrôle soit réservé exclusivement à des professions réglementées, assermentées et soumises à une déontologie. Pour nous, on ne peut pas être contrôleur sans être soi-même contrôlé. Et le contrôle des comptes comporte aussi d'importants enjeux en matière de protection des données personnelles, puisque, par exemple, vous allez avoir accès à des données de santé par le biais du remboursement de dépenses d'assurance maladie, par exemple. Et il est vraiment important qu'il soit confié à des professions soumises à un secret professionnel et à une déontologie stricte. C'est pour ça que nous avons demandé à ce que le contrôle soit réservé aux notaires, aux commissaires de justice et aux commissaires aux comptes, et qu'il ne soit pas possible pour des structures autres, même avec une formation, d'exercer ces contrôles. Pour nous, c'est vraiment un enjeu de compétence et de confiance dans les contrôles. Les personnes protégées et leurs familles ont besoin d'avoir confiance dans leur délégué mandataire et dans le contrôleur qui vient garantir aussi que la mesure a été exercée. Et vraiment, l'UNAF tient à dire et tiendra à le rappeler toujours que les personnes vulnérables, quelle que soit leur situation, quel que soit leur revenu, elles sont nombreuses à avoir peu de revenus, quel que soit leur patrimoine qui est souvent assez faible, elles ont le droit, toutes, à avoir un contrôle de qualité. Merci Valérie Bonne. On va passer dans quelques minutes à la prochaine séquence. Mais avant, je me tourne vers vous, Pierre Iglesias, parce que vous allez nous présenter un nouvel outil numérique qui est en cours de développement au service des commissaires de justice, des magistrats, des tuteurs. Il s'appelle CJTutelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est exact. Merci beaucoup, Perrine, de me donner la parole. Donc, en effet, le président Benoît Santoire, c'était vraiment une vraie priorité dans sa feuille de route. C'était de vraiment se concentrer sur la vulnérabilité des personnes. Et quand il a constitué la commission tutelle auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice, on s'est rendu compte d'une vraie problématique liée justement à ce contrôle, liée au déplacement dans les greffes, les consultations de pièces. Et en fait, cette problématique, elle était en fait commune à tout le monde. Elle est commune aux tuteurs, elle est commune aux magistrats et aussi à nous. Donc on s'est dit, on va essayer de présenter un outil, un genre de cloud 100% dématérialisé à destination de tout le monde, donc des tuteurs, des magistrats et des commissaires de justice. Quand on a développé cette plateforme, on a du moins essayé de développer cette plateforme, parce que là on vous présente une version très primaire. Cyrus, tu peux descendre un tout petit peu, juste pour revenir sur le logo, parce que je voudrais vous parler du logo. Le logo, il est important, parce qu'en fait, on parle depuis ce matin il faut que l'image de notre profession change. Et c'est à nous de la changer en priorité. Donc quand on a construit ce logo, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est parti de quoi? On a une image qui est vue par le public, une image stricte, un peu austère. Et on s'est dit, on va faire quelque chose, mais on va leur montrer réellement ce qu'on est, comment on est vu sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On écoute, on cherche des solutions pour les personnes. Et donc, on a voulu faire un logo un peu sympa, avec un petit sourire, pour dire qu'en fait, on n'est pas tout le temps le méchant dans l'histoire. L'espace CJTutelle, c'est avant tout un cloud. Donc, l'objectif, en dessous de CJTutelle, on a deux espaces, l'espace personnel et l'espace tuteur. Vous verrez que dans l'espace tuteur, l'objectif, c'est d'informer les tuteurs, parce qu'il n'y a pas que des gérants de tutelle professionnels, il y a aussi des gérants de tutelle familiaux. C'est surtout à eux que s'adresse cette partie. Donc, quand vous cliquez sur « En savoir plus », on arrive sur une feuille qui est indicative, où on explique les droits des tuteurs, des personnes vulnérables. Et donc, on est toujours sur le côté, on a toujours des renvois sur la page principale du cloud. Donc, veillez sur vos proches, comment c'est possible, qui est le commissaire de justice, quelles sont nos missions, et les processus de validation, qu'est-ce que c'est un contrôle des comptes de gestion. Après, on a mis des témoignages, parce que pensez bien, je me suis amusé à me mettre forcément sur la présentation. Donc, si on revient sur le cloud, vous verrez qu'on a des logs. Voilà, donc là, comme vous le savez, je suis commissaire de justice, donc forcément, on va se loguer en tant que commissaire de justice. On met notre adresse mail, notre mot de passe, et on se connecte. Et là, on arrive à un dashboard. Donc, c'est en fait qui nous est des éléments qui nous sont attachés en tant que commissaire de justice, puisque
Vous aurez à gauche donc, le nombre de dossiers, mon profil, donc qui est le commissaire de justice. Si on doit faire des modifications d'adresse, par exemple, ça sera à ce moment-là qu'on fera les modifications. Et ça, c'est tous les dossiers qui sont sous ma responsabilité. Donc là, on a un dossier tout en haut. Le major protégé s'appelle Lucas Dubois. Donc si on clique sur ce dossier, où on voit qu'il y a une petite notification pour dire à consulter, donc attention, vous avez le contrôle de gestion à faire. On arrive sur le dossier Lucas Dubois. Tout à gauche, on a le nom du protégé, on a le tuteur qui a été désigné par la décision, on a le commissaire de justice auquel il était affecté et la décision de justice. Bon, vous pensez bien, je vais faire un peu de... Je vais être un peu chauvin. J'ai indiqué le tribunal de Bordeaux compte tenu du fait que je suis de Bordeaux. À droite, vous avez tous les documents qui sont attachés à Lucas Dubois. Vous avez donc, tout est scanné, 100% dématérialisé, 100% consultable. Si vous voulez consulter par exemple la facture EDF, vous cliquez dessus et apparaît la facture EDF. Voilà, tout simplement, on valide, on refuse. Donc, on peut revenir en arrière s'il te plaît. Et donc tout en bas à gauche, quelque chose d'extrêmement important, le lien. On parle de proximité depuis ce matin. Vous avez un onglet, écrire au tuteur. C'est un lien direct. Écrire au magistrat, c'est un lien direct. L'objectif étant de protéger les personnes vulnérables avec un outil 100% dématérialisé pour permettre aux magistrats une fluidité dans la gestion des dossiers, permettre aux tuteurs une gestion rapide également. Et enfin, pourquoi le commissaire de justice? Pourquoi CJ-Tutelle? Parce qu'il y en a certains qui ont une fracture numérique et on peut nous les inviter à venir dans nos offices pour leur proposer cette prestation de scan. Voilà. Merci Pierre Iglesias. Voilà pour la présentation de CJ-Tutelle avec le logo souriant.